l'idée du The Event, c'est vraiment l'ouverture, ça a toujours été l'ouverture. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu que des streamers et des youtubeurs, des sportifs, Alain Chabat, j'en sais rien. En fait, le but, c'est d'ouvrir à un maximum de gens et de pouvoir se dire, est-ce que là, pendant un week-end, on ne pourrait pas tous se parler pour essayer de faire un truc qui est un peu plus gros que nous, un peu plus noble, pour des gens qui vraiment sont dans la merde, vraiment souffrent. Et s'il y a 3 tweets, bon, bah écoute, si ça a sauvé voilà, des SDF, des paysans, des enfants, je peux tanker 3 tweets qui me traitent de nazi ou d'islamo-gauchiste, je sais pas comment dire, en fait, c'est moins important. Je suis Adrien Nougaret, je suis né à Montpellier le 1er mars 1990 et je fais partie d'une adelphi de 2 sœurs et un frère, donc on est 4. Et j'ai 2 parents, mon père était avocat, ma mère était puéricultrice puis directrice de crèche. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type d'enfant tu étais? Quel type d'enfant j'étais c'est difficile à dire parce que ça dépend à quel âge, je suppose, mais j'étais plutôt, je dirais, quelqu'un de conciliant. Je crois pas que j'étais un enfant turbulent. J'étais un enfant typiquement dans les années scolaires, plutôt quelqu'un qui écoute les profs, qui bavarde quand même au fond de la classe, bien sûr, et qui fait des petites blagues de temps en temps, mais sans aller dans le foutre le bordel. Et après, quelqu'un qui s'est toujours un peu contenté d'avoir la moyenne. Je dirais pas d'avoir le minimum, parce que c'est pas ça, mais d'avoir la moyenne, voilà. Pas vraiment de gros échecs scolaires, pas vraiment de grosses réussites scolaires. J'ai un peu fait du sport, du théâtre et de la musique en cherchant quoi faire quand j'étais plus jeune, sans trop trouver, mais en faisant un peu de tout. Et voilà, et j'ai réussi à aller jusqu'à un bac+2 après des épreuves, mais on y est arrivé. C'était plutôt quoi ton tempérament? Est-ce que tu étais plutôt chef de groupe? Est-ce que tu étais plutôt introverti ou sportif? Je dirais que j'étais timide, mais sans être introverti quand même. Pas non plus extraverti, mais je dirais quand même que je suis plutôt quelqu'un qui est en général moteur. Malgré moi, j'ai pas forcément envie de l'être, mais j'aime bien que les choses se passent. Et donc je fais les trucs si les gens les font pas trop. Et voilà, je sais pas non plus chef de bande, etc. hein, mais c'était plutôt là-dedans, ouais. Comment les jeux vidéo sont arrivés dans ta vie? Comment les jeux vidéo sont arrivés dans ma vie? Eh ben, c'est mon frère qui m'y a introduit. Il a 15 ans de plus que moi, donc forcément c'est beaucoup. Lui, il a eu les premières consoles, les premiers ordinateurs, les Amiga, les Amstrad, les Commodore, les premières Sega, Nintendo et compagnie. Donc moi je regardais ça avec des yeux évidemment qui pétillent. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé là-dedans, ouais. Et ensuite, comment ça t'a mené à commencer dans le stream? Comment ça m'a mené à commencer dans le stream? Eh bien, j'ai regardé des gens en faire, d'abord en anglais ou en coréen dans les années 2010. Et j'ai vu des Français commencer à le faire en me disant, oh là là, moi aussi j'aimerais bien faire ça. Et donc je me suis lancé en envoyant un peu des mails au hasard pas des boîtes, mais plutôt des sites qui faisaient ça, des sites communautaires à l'époque, en leur disant comment ça marche, j'aimerais bien essayer. Et voilà, et j'ai rencontré des gens qui savaient à peu près le faire, mais c'était pas du tout au niveau d'aujourd'hui, hein. C'était sans caméra, focalisé sur un seul jeu, seulement 1 ou 2 jours par semaine, ça n'avait rien à voir. Il n'y avait même pas de modèle économique. Ça, c'était à quelle période à peu près? Là, on est en 2010, ouais, avril-mai 2010 environ. Et en gros, de avril-mai 2010 à peu près, on va dire 2016, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours rapidement? Ouais, alors en gros, j'ai commencé en avril 2010 à streamer des compétitions de StarCraft 2, qui était un peu le seul jeu pas qu'on pouvait streamer, mais qui intéressait les gens qui regardaient du streaming pendant environ 1 an, voire 2 ans. Voilà, sans gagner un seul centime et sans penser que ça allait me faire gagner un seul centime. Je faisais juste ça parce que je trouvais ça cool de regarder des compétitions et je trouvais ça cool de faire un petit peu du théâtre en commentant des compétitions. Je le faisais un peu comme les commentateurs de foot à la radio espagnole qu'on peut voir, donc avec un débit de parole très ininterrompu, et c'était rigolo de faire ça comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'amusait. Après, je suis rentré dans une boîte qui s'appelait Millennium, qui était à Marseille, qui m'a offert mon premier CDI en tant que chef de projet Web TV, sachant que je sortais d'un bac+2, d'un BTS réseau en même temps. Donc ça a un peu correspondu ensemble. Ensuite, je suis allé à Ashford, en Angleterre, donc, dans une boîte qui s'appelle Eclipsia, pour faire une autre Web TV. Entre-temps, j'ai monté un projet à moi qui a duré 4 mois. Et puis, on m'a proposé cette opportunité à Ashford. Donc, j'y suis allé parce que ça regroupait tous les gens qui faisaient du streaming en France, c'est-à-dire une dizaine de personnes. Là, c'était en 2014.
Et en 2015, en janvier, j'ai monté ma propre chaîne Twitch en revenant à l'indépendance. Donc, ouais, le 21 janvier 2015, c'était mon premier live sur Twitch. Sachant qu'avant, bah ouais, j'avais streamé pendant 5 ans, mais plus pour des web TV, des groupes, des collectifs ou pas sur des chaînes à moi-même. Et c'était comment de te lancer sur ton nom, à ton nom? Se lancer sur Twitch, c'était terrifiant. J'étais arrivé à un stade où je dis souvent que j'aurais préféré faire un taf alimentaire que continuer de streamer dans les web TV où j'étais parce que c'était pas du tout en adéquation avec ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. C'était très limité sur plein de points, les heures, les projets, les gens avec qui faire, etc. Ou quoi faire. Et donc c'était terrifiant parce que je savais pas trop où j'allais et surtout il y avait très peu de Français qui faisaient ça à l'époque. Sur Twitch, il y en avait 2 ou 3 grand max et encore ils en vivotaient, mais Twitch existait à peine en Europe. Donc c'était un grand saut dans le vide et j'ai eu de la chance, ça s'est très bien passé. Donc après j'ai pu grandir au fur et à mesure. D'où vient ton pseudo? Mon pseudo c'est l'assemblage de 2 choses. C'est un héros de StarCraft qui s'appelle Zeratul, donc Zerator mais avec UL à la fin au lieu de OR. Et pourquoi j'ai mis OR? Parce qu'à l'époque quand j'étais très jeune, enfin plus jeune, en gros entre 8 et 12 ans je crois, je lisais beaucoup une bande dessinée qui s'appelait Kid Paddle, qui avait plein de monstres comme ça pour se moquer de Terminator. Donc qui mettait OR à la fin de plein de monstres. Et je trouvais ça sympa, donc j'ai pris Zeratul, j'ai enlevé UL et j'ai pris OR. Et j'ai inventé ce pseudo quand j'avais une dizaine d'années, 10-11 ans. Et je l'ai gardé parce que voilà, c'est quelque chose qui veut rien dire entre guillemets et qui m'a suivi, donc je trouvais ça sympa. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu voudrais en changer ou l'abandonner tout simplement? Je me suis jamais dit que je voudrais changer de pseudo. Par contre, je me suis toujours dit que si un jour j'arrêtais le streaming et donc que je voulais un peu disparaître médiatiquement, bah dans les jeux, sur mes réseaux, les choses comme ça, peut-être je changerais tout pour enlever, pas faire disparaître le pseudonyme Zerator, mais plutôt le limiter à ce qu'il était. Et si je veux continuer d'exister autrement, peut-être je changerais. Je sais pas. J'y réfléchis pas vraiment parce que je suis pas du tout dans le mood d'arrêter. Mais alors justement, est-ce que tu n'es pas que streamer, tu as plein d'autres activités? Est-ce que tu peux nous détailler un peu ces différentes activités que tu as? Tu as notamment un studio de jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, je fais pas que du streaming. J'ai aussi effectivement monté un studio de jeux vidéo indépendant, donc un studio qui crée des jeux vidéo littéralement, en 2015, qui s'appelle Unexpected. Ça a commencé avec une toute petite équipe à distance, qu'on a fini par mettre en physique, qui ont sorti quelques projets, quelques jeux. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est composée d'une, on va dire, dizaine de personnes, parce que ça change en fonction de ce que demandent les projets, mais on va dire une dizaine de personnes. Maintenant, il y a 2 équipes distinctes qui font des projets totalement différents. Et on a sorti pas mal de jeux, dont certains ont été des grands succès, qui ont permis l'indépendance financière de ce studio, parce que c'est vrai qu'au départ, moi j'ai beaucoup ouvert le robinet pour payer les salaires, payer les investissements, parce que dans le jeu vidéo, tu dois financer un projet jusqu'à ce qu'il existe, et jusqu'à ce qu'il existe, il rapporte 0, puisque tu n'as rien à vendre, rien à proposer aux gens. Donc voilà, et c'est une expérience absolument incroyable. Je pense que professionnellement, c'est une des expériences qui m'a le plus fait mûrir, parce que embaucher des gens, avoir la responsabilité des gens, sous ta coupe, sous un salaire, on va dire, c'est très très différent et tu te mets à voir le monde un petit peu différemment, je pense, quand tu te mets à embaucher des gens. Mais alors du coup, est-ce que tu as encore d'autres activités? Est-ce que streamer finalement te suffisait pas? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, être juste streamer avec des guillemets, c'est pas suffisant? Il te fallait d'autres choses, d'autres activités à côté? Bonne question, est-ce que le streaming c'était pas suffisant? Je pense pas, je pense que je me suis dit j'ai du temps, j'ai de la chance d'avoir de l'argent à investir, comment je pourrais faire pour lier ces 2 choses? Et en plus j'aime bien explorer certains endroits. Moi j'ai toujours dit que je ne suis pas du tout un spécialiste, je suis un explorateur. Et même ça va jusqu'à un tel point où quand je commence à être pas expert mais connaître un milieu, j'ai tendance à un peu pas l'abandonner mais à vouloir passer à autre chose en me disant ouais là j'ai l'impression d'avoir fait le tour, même si j'atteins jamais le top 0,1 ou le top 1% comme on dit. Mais donc c'est un peu comme ça que j'ai fait Unexpected. Et j'ai une autre boîte typiquement de merchandising qui donc vend des t-shirts, des produits dérivés, pas que pour moi, pour d'autres streamers, d'autres événements, parfois même des boîtes qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Et ça, c'est parti du fait que il me fallait quelqu'un pour faire ma boutique à l'époque, en 2016 je crois, ou 2017. Et cette personne-là a fini par me dire mais moi j'aimerais bien m'émanciper, grandir un peu, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet ensemble?
Et je lui ai dit, bah ok, vas-y, tentons-le, faisons-le. Et en fait, comme ça marchait bien pour moi et que ça travaillait bien pour moi, il y a d'autres streamers qui ont commencé à me dire, tiens, qui c'est qui fait tes t-shirts et tout. Donc on leur a proposé de faire leur boutique. Ça a commencé comme ça a grandi. Et aujourd'hui, c'est une boîte totalement indépendante qui fait même plus de chiffre d'affaires que moi. Donc ils ont pris leur envol un peu tout seuls. Donc ouais, j'ai ça. Et voilà, ça c'est des projets qui sont un peu cool, mais c'est porté par des gens. C'est-à-dire que que ce soit pour le studio de jeux vidéo ou la boîte de merch, c'est pas du tout des choses que je peux faire au quotidien. Évidemment que je participe activement plusieurs fois par mois, soit dans des réunions, soit dans des décisions, des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose que je peux gérer au quotidien. Donc en général, je prends quelqu'un en qui je mets une petite confiance au départ et qui avance au fur et à mesure et montre qu'il a les capacités de porter le projet. Et voilà, le porteur de projet après fait sa vie et ça avance bien. C'est quoi la semaine type de Zerator? C'est une question horrible. Là, c'est quoi ma semaine type? C'est vraiment une question affreuse parce que c'est tellement différent. Et j'ai beaucoup de chance parce que je pense que c'est ce qui aide aussi à faire que je continue sur un rythme aussi soutenu. C'est parce que tu te dis toujours, ah trop bien, cette semaine on a ça, trop bien, la semaine prochaine on a ça. C'est déjà une semaine type, c'est très inégal. En gros, j'ai des semaines où je peux vraiment travailler du moment où j'ouvre le premier œil jusqu'à ce que je le ferme, et encore je pourrais faire plus, mais il faut bien dormir. Et il y a des semaines un peu plus tranquilles où je peux un peu plus respirer. Néanmoins, on est quand même dans un métier où dès qu'on a un objet connecté, on travaille, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, et comme on a quasiment toujours l'un des deux, du coup on est quasiment toujours au travail, c'est tout le temps et jamais en fait. Donc c'est très dur de trouver un équilibre. Aujourd'hui, c'est plus simple. J'ai mûri, appris à me libérer du temps ou pas. En tout cas, appris à me focaliser sur ce que je voulais faire. On a des locaux, donc j'essaye de compartimenter un peu plus. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, et même il y a encore quelques mois, années, j'étais sur un rythme ultra soutenu. Je n'ai jamais compté mes heures parce que je ne saurais même pas comment les compter. Mais voilà, c'est globalement assez intense. Et en plus, on est dans un milieu ultra concurrentiel. Donc très difficile de se dire là je prends un mois ou 3 semaines, je m'absente. En tout cas moi je peux pas trop me le permettre parce que je me suis créé des responsabilités qui font que je peux pas trop. Je pense notamment aux autres boîtes, au fait que j'ai des streams, des événements et tout. Et c'est totalement ma faute. Je veux dire c'est pas le métier de streamer qui veut ça. C'est surtout parce que je me suis créé des responsabilités ailleurs qui font que je peux pas trop. Donc ouais, très très différent. Mais globalement le vrai point très différent par rapport à un métier un petit peu plus classique, c'est la vie en décalé, je pense. Moi, ça fait quasiment 15 ans maintenant que je dors de 6 à 8 heures. Et en général, la nuit commence à 5 heures du matin. Donc, je me réveille entre 11 heures et 13 heures. Sauf que je me suis couché à 5. Donc, en fait, j'ai dormi 6 ou 8 heures, comme quasiment n'importe quel Français, en moyenne. Mais je suis très décalé. Et ce qui n'empêche pas que des fois, oui, je dois me lever à 7 ou 8 heures pour des rendez-vous, j'en sais rien, professionnels, médicaux, n'importe quoi. Donc, dans ces cas-là, j'ai dormi 2 ou 3 heures. Mais voilà, quand je me lève à 8-9 heures, c'est comme si quelqu'un qui avait des horaires classiques, on lui demandait de se réveiller à 2 heures du matin, quoi. C'est un peu la même chose. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut réussir à s'adapter, que ce soit dans sa vie personnelle ou pro. Et c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup jugé, évidemment. Parce que pour la plupart des gens, si tu te lèves à 13 heures, ça veut dire que tu es un branleur. Et du coup, c'est pas toujours évident de discuter avec des gens, même dans le milieu pro, qui parfois te disent ah bon, vous prenez pas de rendez-vous le matin, etc. Enfin, on essaye que non. Et après, il faut concilier sa vie perso en plus de tout ça, puisque voilà, on est sur un milieu donc de divertissement, comme un présentateur télé ou n'importe quoi, où en gros, nous on travaille quand les gens arrêtent de travailler, quasiment. Donc j'exagère, mais en gros c'est 18h minuit. Donc il y a le côté, tu vas pas au cinéma le soir, tu vas pas, j'en sais rien, voir je sais pas, un match de foot, tu vas pas au resto, tu dois manger avant, pendant, après. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs à gérer. Je pense que la vie en décalé, c'est l'aspect le plus particulier de ce métier. En tout cas pour moi. Mais du coup, un streamer comme Zerator fait des réunions, un tableau Excel où il fait des comptes aussi. C'est pas que jouer aux jeux vidéo, quoi. Je fais des réunions. Tu vois, moi je dis tout le temps, il n'y a que hors live que je travaille. C'est un peu caricatural, mais
le stream, c'est quasiment devenu mon refuge et ma pause dans la journée. Parce qu'effectivement, comme je m'implique dans plusieurs choses, que ce soit les événements ou les autres sociétés, bah, c'est vrai que la journée, je dois répondre à des gens qui attendent des décisions, ou pas, mais je veux dire, des fois, ils attendent juste mon opinion. C'est pas moi qui décide de tout, évidemment, c'est impossible. Et je détesterais faire ça. Mais il y a ce côté où, comme je suis impliqué dans pas mal de choses, bah ouais, je dois sans cesse jongler. C'est un truc qui me plaît beaucoup, mais je dois sans cesse jongler toute la journée. Il y a des gens qui attendent des réponses. J'ai un jour, typiquement le mardi, où j'ai toutes mes réunions. Je commence à 13h et je finis à 19h. Et j'ai rencontré 30 personnes de 5 boîtes différentes et je dois enchaîner un peu les sujets. Mais il faut des points hebdomadaires comme ça. Donc ouais, je fais des réunions, je fais des tableaux Excel. Je pense que quand tu commences à gérer des projets et des gens, c'est quasiment obligatoire. Il faut réussir à s'organiser. Donc ouais. Tu fais un peu figure de patron ou de taulier un peu dans le Twitch francophone. C'est notamment lié à l'aura du Z-Event. Comment toi tu vis cette position? Comment tu vois cette position? C'est difficile comme question. Comment je vois cette position Est-ce que tu te sens en tout cas ce statut que parfois on te prête? Est-ce que tu le ressens? Oui, je ressens ce côté, effectivement, cette aura qui s'est installée un peu autour de ça. Ce qui est dommage, c'est que c'est uniquement lié au fait que j'ai fait partie des premiers à rassembler tout le monde. Et donc c'est un peu dommage parce que c'est pas parce que je veux l'être, c'est parce que ce que j'ai créé en commençant sur Twitch, ça a fait ce qui aujourd'hui me donne mon aura, alors qu'en fait c'est quelque chose qui est assez basique, c'est de dire bah venez, on joue ensemble aux jeux vidéo. Et du coup, les gens se disent, bah, c'est lui maintenant le chef de famille, entre guillemets, c'est lui qui a commencé à faire ça. Comment je le ressens, je ne sais pas trop. Je pense que les gens ont une fausse idée parfois de mon quotidien ou de comment je pourrais appréhender ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me voient au-dessus des autres à cause de ça. Je l'ai déjà ressenti, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je vois beaucoup de streamers, streameuses que je connais même très bien, qui me disent mais moi jamais je t'enverrai un message pour qu'on joue à un jeu vidéo ensemble le soir en stream parce que t'es sûrement trop occupé. Ça c'est un truc que j'entends tout le temps. T'es sûrement trop occupé ou désolé de te déranger, t'es sûrement très occupé, mais je... Et ça c'est un peu frustrant pour moi parce que moi je dis toujours si... Enfin je suis pas occupé. En fait si tu veux prendre du temps pour quelque chose, t'en prends et si tu peux pas ou veux pas, ben t'en prends pas. Donc ouais, ça c'est le côté revers de la médaille un peu chiant, c'est qu'on a effectivement des gens qui se disent bah, je vais pas le déranger, il est sûrement occupé. Est-ce que tu te sens un rôle d'exemplarité, notamment par rapport à la partie la plus jeune peut-être de ton audience? Alors déjà, il faut savoir que mon audience n'est pas du tout jeune. En fait, en réalité, il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui regardent des streamers ou des joueurs de jeux vidéo ou des influenceurs sont très jeunes. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'était vrai par contre il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a vraiment de 7 à 77 qui regardent des gens et sur tous les contenus, hein, Twitch, YouTube. Évidemment, Twitch est un petit peu plus jeune que YouTube qui est plus mainstream et tout, mais typiquement, moi que je vois dans mes événements sur Twitch ou YouTube, mon audience se situe plus entre 20 et 40 ans qu'entre 13 et 25. Et globalement, je pense qu'à moins que tu joues un rôle ou que tu cibles une audience particulière, ton audience, elle a toujours ton âge. Enfin, elle a autour de ton âge. Moi, j'ai 34 ans, donc c'est assez logique que j'ai des gens plutôt entre 20 et 40 parce que je fais partie de cette tranche-là. Évidemment, la tranche est toujours un peu plus basse que ton âge parce que il y a quand même plus de gens de 20 ans sur Twitch que de gens de 40, c'est une vérité. Mais il y en a quand même. Donc ça, c'est la première chose. Mon audience n'est pas si jeune. Et après, est-ce que je m'impose une exemplarité? Oui, évidemment. Et je pense que personnellement, je trouve que c'est quelque chose que les influenceurs devraient tous s'imposer, sans aller jusqu'à être tout le temps lisse et donc fade et ne rien représenter. Bien sûr, il ne faut pas aller jusque-là. Mais en tout cas, pour moi, il y a des choses à ne pas faire, des choses à ne pas dire. Moi, j'aime bien aussi parfois faire l'avocat du diable. Mais ça, c'est quelque chose que j'adore faire dans la vie, donc je l'ai un peu transposé sur mon live, ou quand quelqu'un commence à me dire « Oh tiens, t'as vu Zerator, il y a machin qui a fait ça, il y a quelqu'un qui a dit ça, qui a fait ça. » Et même si je pense comme la personne, ou que je suis à fond contre l'idée, parfois j'essaie de prendre l'autre partie et me dire « Ah ouais, imaginez si là, en fait, qu'est-ce qui se passe si on pense que ceci? Ah oui, donc en fait là, si je fais ça, attention, il faut bien penser aux gens qui ne pensent pas à ça. » Et j'essaye toujours, voilà, mais ça c'est très lié au fait qu'on est streamer, je pense, de toujours penser à que vont dire les gens qui ne sont pas d'accord et comment essayer d'arrondir les angles avec eux ou de trouver des concessions, des compromis. J'aime bien faire de la médiation comme ça, je trouve ça très cool. Est-ce que tu as changé des choses dans ta vie professionnelle depuis le dernier Z-Event? Est-ce que tu fais plus attention à certaines choses ou est-ce que tu te mets moins de pression sur d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis 2 ans à peu près?
Depuis le dernier The Event, qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé en réalité, pas forcément liées au The Event, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première, c'est que j'ai quitté les réseaux sociaux. Ça, c'est la première. C'est lié au The Event, mais c'est plus une goutte qui a fait déborder un vase en réalité. Voilà, c'est pas la seule raison, parce que je perdais beaucoup de temps dessus. J'ai appris que c'était une bulle, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font ça. La deuxième chose, c'est qu'on a des locaux, donc je suis dans un cadre professionnel qui est qui est plus cadré, tout simplement, qui est entouré de plus de gens. J'ai pris du recul, j'ai mûri. En fait, il y a globalement plus de recul et plus ce côté il vaut mieux avancer. Et j'ai fait le deuil de plaire à tout le monde aussi, puisque quand tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne. Donc en fait, il vaut mieux se diriger vers ce que tu as l'impression qui est bien. Et après, voilà. En fait, aujourd'hui, j'ai appris que sur Twitch, tu ne peux pas faire du contenu pour tout le monde parce que la plateforme est trop diversifiée. Et de ce fait, il faut réussir à plutôt aller dans la direction qu'on prend et qu'on estime la bonne. Et évidemment, ça ne plaira pas à des gens, c'est pas très grave de toute façon. Voilà, l'important c'est que à la fin on ait un événement qui fonctionne, que les gens qui ont regardé aient passé un bon moment, d'être droit dans ses bottes et voilà. Comment tu vois l'évolution de la scène de stream ces dernières années? Est-ce que pour toi l'évolution est plutôt positive, négative? Est-ce que tu as aussi des regrets dans la façon dont ça évolue ou pas forcément? Comment je vois la scène évoluer? Alors déjà, il ne s'agit pas de dire est-ce que la scène évolue positivement ou négativement, elle évolue et c'est tout. En fait, moi, je vais trouver quelque chose de négatif que quelqu'un va trouver positif, donc ça c'est très subjectif, donc j'irai pas sur ce terrain-là parce que je pense que c'est pas utile. Ça a beaucoup changé, Twitch, notamment depuis le Covid, je pense. Le Covid en fait a mainstreamisé Internet pour les gens qui n'étaient pas encore dessus. Alors évidemment, pour des gens comme moi, on se dit mais c'est fou, tous ces gens qui ont découvert Internet et tout, mais c'est la vérité, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'étaient pas du tout sur Internet, qui ne connaissaient pas YouTube, TikTok, Twitch, je sais pas, Instagram, WhatsApp, n'importe quoi, qui ont appris à se servir de ces outils, à communiquer avec, à s'en servir, et aussi à se les approprier, pour le meilleur et pour le pire, hein, d'ailleurs. Donc il faut faire avec, et c'est comme ça. La plateforme de Twitch, elle a beaucoup changé. Avant, c'était que du jeu vidéo. Puis on est passé à que du jeu vidéo et un peu de talk, de discussion. Puis la discussion a pris le pas. Aujourd'hui, c'est la catégorie la plus streamée sur Twitch, la discussion. Et maintenant, on a de la musique, des artistes, ce qu'on appelle de l'IRL, donc des gens qui streament dans la vraie vie avec un sac à dos, des choses comme ça, des débats, de la politique. Il y a énormément de choses sur Twitch. Je pense qu'il y a vraiment de tout. C'est devenu une plateforme de streaming, plus de streaming de jeux vidéo, même si elle est encore très thématisée jeux vidéo, parce qu'il y a l'e-sport notamment, qui fait beaucoup d'audience. Mais aujourd'hui, si tu prends un stream de quelqu'un qui est tout seul devant sa caméra, bah c'est pas trop du jeu vidéo en réalité. S'il n'est pas en train de commenter une compétition e-sport, s'il joue à un jeu vidéo, c'est qu'il est en groupe avec des gens, donc tu as le côté groupe. Sinon, c'est qu'il est en train de parler, qu'il fait un événement, etc. Donc voilà, même si c'est encore beaucoup de jeux vidéo, ça l'est moins. Et il y a l'audience qui n'est pas du tout intéressée aux jeux vidéo, qui est arrivée sur Twitch et qui tout simplement est fan de d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on voit des gens faire du RP, parce qu'en fait, c'est pas le jeu qui les intéresse, c'est le côté RP. C'est pour ça qu'on voit du sport, c'est pour ça qu'on voit des émissions, c'est pour ça qu'on voit de la politique. Voilà, c'est pour ça qu'on voit toutes ces choses arriver. Alors justement, je t'arrête une seconde sur la politique, parce qu'on a vu, donc il y a eu des élections récemment, on a vu une mobilisation qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent sur Twitch notamment. Il y a eu des initiatives comme le stream populaire par exemple. Comment toi tu as vu ces différents événements, ces streamers qui se sont mis à parler politique, pour certains qui n'en parlaient pas forcément avant, d'autres c'était le cas, parlaient déjà politique, mais voilà, on a senti que la parole s'est pas mal libérée autour de la politique. Comment toi tu as vu ce changement? Oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de politique sur Twitch. Tu parlais du stream populaire, donc qui était un mouvement à l'initiative de certains streamers plutôt orientés gauche évidemment, et qui voulaient aller dans le sens de convaincre les gens de voter pour le nouveau Front populaire pendant les législatives. Donc, je sais pas trop. En fait, j'y vois du positif et du négatif. Évidemment, on est tous des citoyens, donc il y a ce côté où on a tous envie de s'exprimer sur des sujets qui nous touchent et à différentes échelles. Moi, je fais partie encore des streamers qui sont très 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 jeux vidéo, et j'estime qu'en ce sens, quand les gens viennent me voir, c'est pour avoir du divertissement autour du jeu vidéo. Donc j'essaye de rester dans ce cadre-là. Néanmoins, quelqu'un qui suit mes streams depuis pas mal de mois ou années sait très bien plutôt dans quel bord je penche.
Alors que, en réalité, c'est marrant parce que je me suis autant fait traiter d'islamo-gauchiste que de nazi dans ma carrière. J'ai vraiment eu les deux et jusqu'au centre. J'ai eu tout le spectre en termes de bord politique, mais les gens qui me suivent au quotidien savent plutôt de quel bord je penche et je pense que mes actes et ce que je crée dans le streaming sont plutôt dirigés d'un côté, à mon avis. Même si moi, à mon sens, je pense qu'on est fait de curseur. Je ne pense pas être en tout cas à l'extrême droite ou gauche. Comment je vois cette initiative-là c'est pas quelque chose que j'aurais fait moi, c'est sûr. Je suis plus dans le truc de chacun sa zone. Mais en fait, si tu es un streamer politique, pour moi, c'est pas un problème. En fait, le fait qu'il y ait des canaux d'expression de gens qui veulent essayer de porter une parole qui leur tient à cœur parce que ça compte et parce qu'ils veulent se battre pour ça, je pense que c'est même bien que ça existe et qu'il y ait d'autres canaux de diffusion. Ah, c'est normal, hein, Après, étant un streamer jeu vidéo, c'est vrai que j'ai plus de mal à m'impliquer dans d'autres sujets que le jeu vidéo. Alors justement, en parlant de politique, en 2022, tu avais été invité à l'Élysée, alors avec d'autres de streamers, pour voir le président Macron. Si aujourd'hui, tu avais une invitation similaire, est-ce que tu retournerais à l'Élysée, tu penses? En fait, pour moi, ça dépend toujours du contexte et dans quel cadre tu es invité. En l'occurrence, j'ai été invité à l'Élysée dans le cadre de la ZRT Trackmania Cup à Bercy. Et c'était vraiment ce qu'il y avait écrit sur l'invitation. Donc ça me semblait difficile de refuser. Et j'y suis pas allé pour voir Macron, j'y suis allé pour représenter mon milieu en face du chef de l'État, en l'occurrence. Je me suis beaucoup exprimé là-dessus. Bon, il y a aussi que on nous a gentiment expliqué que c'était bien d'y aller, sans qu'il y ait des pressions énormes. Bien sûr, hein, je ne parle pas de quelque chose où on m'a mis un flingue sur la tempe, pas du tout. On n'a pas menacé ma famille, machin. On n'est pas dans ces échelles du tout. Mais moi, je fais partie des gens qui organisent des événements, qui ont parfois besoin des pouvoirs publics. Typiquement, pour le The Event, on loue une salle qu'il faut fibrer. Pour la fibrer, il a fallu creuser une canalisation, enfin une tranchée dans la ville pour faire passer une fibre noire. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est des petits détails comme ça. Si tu peux pas te mettre à dos le système étatique, hélas ou pas d'ailleurs, hein, en fait ça dépend, mais on est obligé de faire des concessions là-dessus. Et c'est pas pour rien si je suis pas le seul à y être allé. On a aussi des streamers comme Kameto qui y sont allés, etc. Je pense qu'on a tous vu une opportunité pour se dire tiens, peut-être que notre milieu pourrait en sortir grandi sur certains points si on y va. Et ça a marché sur certains points, d'autres moins. Voilà, après, évidemment, il y a des gens qui prennent une photo de moi avec Macron et qui disent regardez, du coup, ils votent Macron. Donc ça, c'était un peu, j'ai trouvé ça étrange comme conclusion, sachant que quand Teddy Riner est reçu pour sa médaille olympique à l'Elysée, personne dit suppôt de Satan, tu votes Macron. Donc moi, je le voyais un peu comme ça, en se disant bon voilà, c'est un peu la même chose, même si j'ai pas une médaille olympique, bien sûr, mais je veux dire, on était reçu dans le cadre de quelque chose qu'on a fait. C'était pas tiens, venez discuter avec Macron juste pour voir si on peut s'entendre, tu vois. C'était pas du tout ça. Donc voilà, j'ai pas trop compris ce côté un peu haine. Bon, qui était, cela dit, assez minime, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont dit je trouve ça cool que vous soyez reçus par une instance, parce que c'était ça pour moi. L'Élysée, c'est une instance, comme dans WoW. Une instance étatique. Oui, non, comme une instance de WoW, non, je voulais pas dire ça. C'est littéralement une instance étatique. Et en 2023, tu as reçu l'Ordre national du mérite. Ouais. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Quelle a été ta réaction? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, oui, effectivement, donc j'ai appris que j'ai été nommé chevalier de l'Ordre du Mérite en live, puisque c'est un viewer qui m'a dit sur mon chat t'as vu, t'as été nommé chevalier de l'Ordre du Mérite. Là, j'étais là, qu'est-ce qu'il raconte machin. Et le gars m'envoie un lien, et effectivement, journal officiel de je sais plus quel organisme d'État, il y avait mon nom, donc je savais pas trop comment le prendre en fait. C'était compliqué cette histoire parce que, en fait, comme on m'a pas prévenu avant, je sais pas comment dire, je l'ai appris en live. Et effectivement, après, j'ai reçu une lettre officielle, machin, mais comme Internet va plus vite que le courrier, je l'ai appris en live. Je sais pas trop quoi dire. En fait, il y a évidemment toutes sortes de sentiments qui me sont passés par la tête, du je m'en fous, du c'est cool, du pourquoi ils ont fait ça, est-ce que je vais être le seul à recevoir ça, pourquoi c'est moi à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu beaucoup de questionnements et même aujourd'hui je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait ça n'apporte rien, c'est pas, enfin je veux dire on n'a pas d'argent, il se passe rien quoi, on est juste sur un registre avec, en plus je crois que j'ai été nommé sur un panel où il y avait je crois plus de 10 000 personnes nommées en même temps, enfin je veux dire c'était vraiment c'était un tir dans le tas quoi, c'était un coup de chevrotine quoi, donc voilà, pour moi c'est un peu un non-événement pour être honnête.
Et par rapport à ta famille, est-ce que ça leur a fait... ils ont été surpris peut-être que par ton métier, par le jeu vidéo, tu es comme ça décerné un... Bah, évidemment, plus on monte en âge dans mes proches, plus les gens étaient un peu honorés. Et ils se disaient, bah tiens, oui, c'est une distinction officielle, machin. Ils ont tous dit, ah oui, bah c'est normal pour le The Event, etc. Ils ont tous fait le lien avec ça, et je pense que c'est surtout ça qui m'a amené à être nommé. Donc ouais, la plupart étaient un peu honorés, contents pour moi, etc. En fait, soit il y avait de l'indifférence, soit il y avait un peu du respect et se dire, et de la fierté, voilà, en se disant, bah tiens, c'est cool. Je voudrais juste parler 2 secondes de tes projets pour l'avenir. Est-ce que tu comptes continuer dans le stream? Est-ce que tu es aussi intéressé par d'autres médias, d'autres supports? Est-ce que, par exemple, on t'a vu participer au jeu streamer, alors qui était diffusé sur le site de France TV, qui était diffusé en ligne et sur ta chaîne, bien sûr, mais qui était quand même une association avec France Télévisions. Est-ce que, par exemple, la télé, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser dans l'avenir sur des formats particuliers? Ou est-ce que voilà, toi, tu veux rester dans le stream? Bah, de toute façon, la télé, qu'elle nous intéresse ou pas, elle nous influence, c'est sûr. Aujourd'hui, ce serait idiot de dire j'ai rien à voir avec la télé, etc. Dès que tu as un micro et que tu es devant une caméra, tu as à voir avec la télé. Parce qu'Internet, on dit souvent que c'est un peu un mix entre de la web télévision, de la radio libre, des choses comme ça. Et aujourd'hui, bah, oui, quand j'ai fait des émissions en plateau chez Eclipsia à l'époque et que j'étais responsable de l'édito de ce truc-là, on s'est inspiré des plateaux télé. Aujourd'hui, quand Domingo fait Popcorn, il fait de la télé, juste c'est transposé sur Twitch, bien sûr. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait faire à la télévision, et, sur certains points en tout cas. Mais voilà, je pense qu'il y a deux vraies différences sur Twitch avec la télé, c'est la liberté de ton et la gestion du temps. Et sûrement la gestion du temps avant la liberté de ton en réalité, parce que y a ce côté où bah, nous on peut être 3 heures en live, sans pause, sans coupure pub, sans sponsor, on s'en fout. Alors que sur la télé, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très 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 difficile. On voit ça que dans des événements exceptionnels, type compétition sportive, et encore, on a beaucoup de sponsors, etc. Donc voilà, c'est quand même encore très différent. Est-ce que la télé m'intéresse? Bah, oui, non. En fait, moi je pense pas que la télé ce soit le mal ou le bien. Il y a des choses à prendre, des choses à ne pas prendre. Et on s'en inspire tous les jours. Donc voilà, en fait, France TV m'a proposé quelque chose avec lequel j'avais l'impression que ça pouvait être en adéquation avec ma chaîne. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. D'autant que là, en fait, c'est assez rare qu'on m'implique dans un gros projet dans lequel je ne suis pas organisateur. Donc je voulais aussi m'essayer à ça. En fait, au jeu streamer, c'est quelque chose où j'ai été très peu impliqué en termes d'organisation, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que c'était sur ma chaîne, donc je pense qu'il y avait ce côté, comme c'est sur sa chaîne, il a dû tout décider, tout valider et tout. Mais c'était plus, j'étais le canal de diffusion, donc je trouvais ça intéressant de tester ça. Il y a eu des ratés, il y a eu des choses réussies. Je pense qu'il y a eu du positif et du négatif dans cette expérience. Et voilà, donc non, je ne suis pas du tout étranger. Et d'ailleurs, je travaille beaucoup avec ZQSD, une boîte qui n'est pas ma boîte, qui travaille à Montpellier et qui est dans les locaux de France TV pour le plateau en ce moment. Et donc ça m'est arrivé de rencontrer des gens de France TV là-bas et c'était super intéressant de voir un petit peu comment eux font à grande échelle. Parce que c'est vraiment à très très grande échelle. Mais c'est très différent, c'est pas pour faire les mêmes choses. Donc je trouve ça surtout assez intéressant. Voilà. Mais pas de projet particulier pour l'instant de quitter le streaming? Y a pas... Ah oui, c'est vrai que c'était ça ta question, je suis désolé, je me suis totalement éparpillé. Qu'est-ce qui est prévu après le streaming? Je pense que j'arrêterai jamais le streaming. Après, j'aimerais quand même me diriger dans une optique où le streaming n'est plus mon activité principale. Mais plus parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui décale ma vie, qui est compliqué à faire pendant longtemps, à ce rythme-là en tout cas, plus que rêver d'une autre carrière. Voilà. D'autant que dans le streaming, dans les grands projets que je voulais faire, je dirais pas que j'ai fait le tour, mais en tout cas, je suis plus dans un esprit de conquête comme avant. Je suis dans un esprit de liberté, de création, etc. Mais avant, j'étais vraiment dans l'esprit de conquête en me disant j'ai envie d'aller toujours plus loin, toujours plus fort. Ça m'a un peu passé. Voilà, j'ai un peu atteint le bout de tout ce que je voulais faire qui existe déjà. Et aujourd'hui, bah, je suis en recherche un peu de me libérer du temps. Qu'est-ce que j'apprécie plus à faire en stream, hors stream, etc. Mais ça, j'imagine que c'est lié à l'âge aussi, et au fait qu'on est sur des cycles. J'ai l'impression autour de moi que les cycles professionnels durent environ 15-20 ans et qu'au bout de 15-20 ans, les gens ils commencent à se dire tiens, est-ce que j'essaierai pas autre chose, j'aimerais bien, quel que soit le métier. Et moi, je suis à ma 15e année l'an prochain, donc j'ai l'impression d'entrer dans ce truc-là un peu naturellement. Donc je sais pas trop, c'est difficile de savoir de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, c'est sûr que j'arrêterai jamais le streaming. La question, c'est à quel rythme. Toi, tu es basé à Montpellier. Ouais.
Depuis, ça fait un moment déjà que tu es ici. On a vu beaucoup de streamers déménager vers Montpellier. Je ne sais pas si c'est motivé par ta présence ou non. Est-ce que Montpellier est en train de devenir la nouvelle capitale du streaming aujourd'hui? J'aime bien ce truc capital du streaming à Montpellier. Alors déjà, il faut savoir que moi, je fais très peu de publicité pour la ville auprès de mes collègues streamers. C'est surtout Dash, mon collègue, qui en fait énormément et qui est presque un VRP de la ville. Nous, on dit toujours que c'est le maire de la ville, hein. On dit toujours Zerator, il est devant la caméra en stream, mais en dehors, c'est Dash qui gère tout et qui est le maire de la ville. Donc ça, c'est pour l'aspect rigolo. Il n'est pas du tout maire de la ville en réalité. Il n'est même pas du tout impliqué politiquement, je vous rassure. Ou pas d'ailleurs, enfin, je le précise. Je pense que Montpellier, cette aventure qu'on a eue à Montpellier, en ayant du succès, en pouvant faire des projets, en remplissant même des salles à Montpellier, je pense que ça a montré aux gens que tout n'était pas faisable qu'à Paris. Je pense que c'est plutôt ça le vrai truc. C'est pas que les gens veulent aller spécifiquement à Montpellier, c'est qu'ils se sont surtout dit ah, en fait, la ville compte peu même dans le streaming. On avait déjà l'exemple sur YouTube avec Angers, Amixem et d'autres projets de gens qui sont pas forcément dans la même ville, ou Mister V avec Grenoble. Enfin voilà, je donne des exemples que j'ai là qui me viennent, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et sur le Twitch Game, c'est un peu la même chose, sauf que il y a ce côté où comme tu es en live, tu veux avoir des invités, bah, les gens ils n'osaient pas trop sortir de Paris. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et après, c'est un milieu dans lequel on se connaît un peu tous. Donc quand il y a des atomes crochus et que les gens savent qu'ils peuvent travailler de n'importe où, qu'ils n'ont pas forcément d'attache dans leur ville, ils se disent bon bah quitte à déménager, autant que j'aille près du soleil et près des gens que je connais. Donc en fait, c'est Montpellier la destination à laquelle je pense en premier. J'imagine que c'est ça, parce qu'en fait, j'en parle assez peu avec les gens, mais nous, ça a commencé comme ça. En tout cas, quand nos premiers potes streamers ont commencé à déménager, ils étaient plus dans le truc de « Ah, j'ai l'impression de ne pas être heureux là où je suis », que ce soit Paris ou une autre ville, hein. C'est-à-dire « J'ai l'impression que je ne suis pas heureux là ». Et ils nous disaient « Alors, c'est comment Montpellier ?» Moi, je n'apprécie pas particulièrement la ville plus qu'une autre. Je ne sais pas comment dire. Pour moi, tu apprécies une ville avec ce que tu construis dedans. Tu peux apprécier quasiment n'importe quelle géolocalisation, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est ce truc-là de... J'ai l'impression que ça a ouvert la porte de... En fait, c'est possible ailleurs. Et après, les atomes crochus font que les gens se connectent entre eux, quoi. D'où t'es venue l'idée du Z-Event? Du The Event. L'idée du The Event, ça vient d'autres streams qui existaient, en vrai. On a notamment la plus grosse inspiration, c'est Games Done Quick, qui est un marathon américain qui existe depuis pas mal de temps, qui est un speedrun de jeux vidéo, qui a donné d'ailleurs Speedon en France. Donc ça existe depuis beaucoup de temps. Et après, il y a beaucoup de streams caritatifs qui existaient avant, notamment Avengers de Athènes, The Race aussi de Athènes. Athènes qui est un streamer à l'époque dans les années 2012 à 2015 qui a fait beaucoup de charity stream. Donc on s'est beaucoup inspiré de ça. Et on était avec Dash un soir, on en parlait et on s'est dit bah tiens, comment on pourrait faire à notre sauce. Et la petite nouveauté qu'il y avait par rapport aux autres, c'était que chaque streamer venait dans la même pièce mais streamait sur sa chaîne quand même. C'était pas un seul flux qui diffusait une seule chose, parce qu'on se disait c'est dommage d'avoir une seule chaîne, en plus laquelle tu choisis, c'est chiant. Donc voilà, chacun fait sa petite vie et une cagnotte commune. Combien de temps et combien de personnes ça mobilise pour faire un Z-Event? Alors le The Event aujourd'hui, ça implique beaucoup de gens, plus qu'avant bien sûr. Il faut y réfléchir souvent, quasiment un an à l'avance, mais pas forcément parce que c'est une grosse orga un an à l'avance, mais surtout parce qu'il faut louer une salle, il faut louer 80 chambres d'hôtel, il faut louer une salle de spectacle pour le concert, il faut voir avec la ville si à ce moment-là il y a des événements en parallèle, il faut pouvoir dire aux streamers que la date le plus tôt possible pour qu'ils ne mettent pas un projet avant. Donc c'est plus des contraintes liées à tout ce qui pourrait arriver, plutôt que ça prend ça prend un an non-stop à organiser. Donc, mais combien ça mobilise de gens? Ouais, je dirais, je sais pas, une trentaine, ouais, peut-être un peu moins, ouais, une grosse vingtaine, on va dire. Comment sont choisies les associations qui sont soutenues, pardon? Les associations, ça fait 2 ans qu'on procède de la même façon. On a demandé à la Fondation de France de nous aider dans cette entreprise, puisque on fait des multi-collectes depuis 2 ans. Et c'est difficile de connaître toutes les associations, connaître tout leur background. Et donc ce qui se passe, c'est que on a demandé à la Fondation de France de nous aider. On leur a imposé, entre guillemets, un thème, à savoir cette année la précarité et la misère. Et on leur a dit, voilà,
nous, notre objectif, c'est d'essayer de toucher un large spectre. Donc on aimerait avoir les étudiants, les paysans, les SDF, mal nourris, mal logés, les enfants, les personnes âgées, vraiment le spectre global des gens qui sont connus pour être dans la précarité et la misère. Et ils nous ont shortlisté, je sais pas, je dirais une vingtaine, trentaine d'assos, en nous disant, ben voilà ce qu'on a trouvé pour chaque thème, on va vous les présenter. Donc c'était un long call, hein, ça a duré une belle après-midi, où ils nous ont parlé de toutes les assos, ce qu'elles faisaient, etc. De ces 30 assos, on en a sélectionné une quinzaine, et puis 5 à la fin, en se disant, ben voilà, là ça touche tout le spectre, etc. Évidemment, dans l'associatif, tout n'est jamais parfait. Il faut réussir à composer aussi avec ça. Il faut que les associations elles aient les épaules de gérer cet argent-là. Tu ne vas pas donner 2 millions d'euros à une asso qui a 30 000 euros de chiffre par an. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, elle exploserait. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple depuis qu'il y a la Fondation de France parce qu'en fait, ils servent d'agrégateurs de dons. Et derrière, ils distribuent avec les projets en faisant en faisant du contrôle sur ce qui se passe, etc. Donc c'est beaucoup plus... on est beaucoup plus serein depuis qu'il y a la Fondation de France impliquée là-dedans. C'est depuis quelle édition? C'est depuis 2022, donc depuis les 2 derniers The Event, en gros, 2022 et 2024. Depuis 2016, j'ai fait le compte, c'est plus de 31 millions d'euros qui ont été élevés pour des associations par le The Event. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce chiffre? Ouais, 30 millions. Alors, c'est un chiffre qui est un peu faussé parce qu'en fait, on a commencé très bas et ça a d'un coup explosé. Comme on a fait 10 millions aux 2 derniers sur 7. Donc, c'est vrai que ça a vraiment explosé à fond. Qu'est-ce que ça m'évoque, ce chiffre? Ça évoque évidemment la générosité de la communauté. En fait, je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est une chance de pouvoir faire ça et de pouvoir mettre en lumière des choses. Moi, j'ai quand même un regret, c'est que... En fait, c'est un regret qui est intrinsèquement lié au fonctionnement de l'événement, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour les associations dans le The Event et pour leurs actions. Mais le truc, c'est que c'est aussi, comme c'est très divertissant, ça a énormément de succès et ça fait beaucoup d'argent pour les assos. Donc c'est difficile parce que si tu laisses trop de place à l'association, il y a moins de divertissement, moins de dons. Si tu n'en laisses pas assez, forcément l'action est minimisée. Donc c'est difficile de trouver une limite. Moi, je m'impose quand même toujours de faire des interviews de au moins 30 minutes, 1 heure de chaque association depuis toujours sur ma chaîne. Et j'encourage à le faire depuis toujours sur les autres chaînes. Les gens le font ou pas, mais je l'encourage en tout cas. Et après, ce qui est super, c'est de voir ce qui se passe avec l'argent. Parce qu'en fait, tous les ans, on fait un suivi. Après, les gens ne le savent peut-être pas. Je vois souvent des gens qui disent oui, on ne sait pas trop où va l'argent et tout. En fait, on sait exactement où va l'argent. Et même, on communique tous les ans. C'est juste que je pense que les gens ne cherchent pas les infos ou la voient passer et ils sont en mode c'est un spam, je supprime. mais il y a toujours du suivi des dons. Et l'an dernier, on y est même allé physiquement. On est allé en Centrafrique avec Dash pour voir en physique ce qui s'était passé. Enfin, pas l'an dernier, il y a 2 ans, pardon. Donc voilà, il y a des choses qui sont très concrètes. Et ça, c'est plus que l'argent, voire la concrétisation de l'argent, c'est mieux. Parce que c'est vrai que l'argent, on en vient presque à pas déshumaniser, mais c'est difficile de se rendre compte quand on voit juste les chiffres monter sur un écran, c'est dur de se rendre compte. Mais concrètement, par exemple, par rapport aux événements d'il y a 2 ans, qui étaient en faveur de l'environnement, c'est ça? Il y avait 5 associations. Ouais, qu'est-ce que tu as pu voir, par exemple, de conséquences concrètes? On n'a pas encore fait de vidéos ou de vrais bilans sur le côté environnemental parce que ça prend plus de temps. Et il y a encore même de l'argent qui n'est pas bloqué mais qui est encore réservé à certaines assos qui n'a pas encore été distribué. Après, il y a des choses très concrètes qui ont été faites. Typiquement, si Shepard a acheté un bateau, voilà, ça c'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qui est direct. Mais il y a aussi des choses qui prennent un peu plus de temps, sur lesquelles certaines assos ont commencé à communiquer, d'autres non. Donc c'est quelque chose, je pense, qui va se voir un peu plus tard. En plus, l'environnement, c'est un thème un petit peu particulier puisque c'est un thème sur lequel on est tous d'accord sur les problèmes, mais pas tous d'accord sur les solutions. Donc chacun y essaye d'y aller avec là où il pense que ça va être un petit peu concret. Mais globalement, on a quand même du suivi, de l'action, et la Fondation de France, justement, est là pour contrôler ça. Et c'était encore mieux dans un thème comme l'environnement où, justement, les gens pourraient se dire « Ah ouais, tiens, on ne sait pas trop où ça pourrait aller ». Et du coup, quand tu parles de la Centrafrique, c'était de l'édition précédente, c'est ça? Ouais, je me suis trompé. C'était non, mais pas de problème. Mais du coup, Action contre la faim. Et par exemple, Action contre la faim, qu'est-ce que tu as pu voir comme action concrète derrière? Action contre la faim, en Centrafrique, typiquement, sur les 10 millions qu'on avait récoltés, on a vu à quoi avait servi environ 1,2 million, je crois. Il y a eu évidemment de la denrée alimentaire distribuée, mais typiquement, il y a eu le maintien de
l'ouverture d'un hôpital. On a fait un reportage avec Brut là-dessus. Brut nous a accompagnés là-bas et on y a passé 4 jours. Où on a fait un peu le tour avec l'association qui justement a des bénévoles sur place, ou pas, il y a des bénévoles et des gens payés bien sûr, qui sont là au quotidien et ça peut amener de la sécurité, ça peut amener du soin, ça peut amener de la nourriture. On a vraiment ces trois panels en général. Et encore, c'était que en Centrafrique, puisque derrière, Action contre la faim a fait une page dédiée où on a chaque euro qui est traqué pour chaque pays. Je crois qu'en tout, il y avait plus de 11 pays impliqués, ou un peu plus même, il me semble. Je ne me souviens pas de toutes les actions. Mais en tout cas, cette page existe encore. Et c'était chouette de voir ça en direct, parce que justement, on a visité littéralement un hôpital où la personne qui dirigeait l'hôpital nous disait, là, sans les dons, en fait, on aurait juste fermé. L'hôpital n'existerait plus. On ne peut plus le faire tourner sinon. Et en plus, le fait qu'il y ait eu The Event, ça avait relancé un des donateurs qui, en fait, ne donnait plus et qui s'était dit, en fait, là, je vais redonner. Enfin, au-delà de l'argent, ça a aussi fait de la lumière sur le truc et ça leur a permis de continuer de financer au-delà du The Event. Donc ça, c'était incroyable quand tu vois quelque chose comme ça et que tu vois littéralement des gens, des enfants, des femmes, des hommes en train de se faire soigner et que le directeur de l'hôpital te dit ça ne pourrait pas exister sans la collecte, c'est quand même incroyable. On a vu beaucoup d'événements caritatifs sur Twitch en ligne monter en puissance ces dernières années. Je pense à Speedon par exemple. On a vu aussi la mobilisation Streamer for Palestinian. Est-ce que selon toi, la communauté des gamers, de façon plus générale, les communautés qui sont sur YouTube, sur Twitch, qui suivent comme ça des créateurs de contenu, est-ce que tu penses que ce sont des communautés particulièrement généreuses ? Je ne sais pas si c'est des communautés généreuses. Enfin, c'est factuellement le cas, évidemment, d'un point de vue chiffre. Après, je pense que ça s'explique par le fait que la plupart des gens qui passent beaucoup de temps sur Internet cherchent à fuir quelque chose. Et de ce fait, quand ils voient un événement qui les rassemble, il y a un côté explosivité positive qui, à mon avis, leur permet de se dire tiens, c'est vrai, là c'est vraiment cool, je fais partie de ça, j'ai envie de faire partie de ça. Et il y a certaines personnes qui vont même te dire j'ai envie de prouver au monde que ce cercle-là compte. Nous, c'est pas trop notre combat. On n'est pas dans le truc de on veut prouver que les gamers, que les Twitchers, que les streamers, que les viewers existent sur Internet, regardez et tout. On n'est pas du tout dans ce truc-là. On fait une collecte, voilà, et on le fait avec nos moyens, ce qu'on peut, etc. Donc à mon avis, c'est aussi ça. C'est beaucoup des gens qui ont fui quelque chose, qui d'un coup trouvent quelque chose d'ultra positif. Ça, c'est pas pour une majorité, mais ça peut expliquer que certaines personnes fassent des très gros dons, etc. Et après, il y a aussi évidemment le côté proximité. C'est ce qu'on appelle maintenant le parasocial, où en fait, les gens ont l'impression que c'est leurs potes avec eux qui font la collecte. Alors ça, c'est bien et pas bien à la fois, évidemment. Enfin, je veux dire, ça, il ne faut pas aller dans la dérive au-delà de ça. Mais il y a ce côté où c'est plus concret, c'est plus réel, c'est plus en direct. Quand tu donnes sur un prime de France 2 pendant le Téléthon, c'est moins direct, tu fais plus partie d'un tout. Là tu as l'impression que même si tu fais partie d'un tout, tu es plus resserré, le spectre est plus resserré. Même si c'est de moins en moins vrai au fur et à mesure que tu grandis, bien sûr, mais on reste sur... tu fais un don, déjà il apparaît en live, le streamer va le lire parfois et dire, tu peux poser une question, il y a des réactions. Je pense que c'est le côté interactivité qui booste vraiment la donation. Sur les 2 dernières éditions, vous avez levé, les streamers, plus de 10 millions d'euros à chaque fois. Est-ce que tu es toujours surpris des sommes comme ça qui sont levées ? Franchement, c'est impossible de ne pas être surpris des sommes qui sont levées. Évidemment, après coup, c'est toujours simple. Je dirais beaucoup de gens qui disent c'était sûr qu'ils allaient battre le record, machin. Mais la vérité, c'est qu'on n'a jamais lancé un The Event en se disant qu'on allait faire mieux. C'est impossible. On s'est toujours même dit qu'on ferait moins, en fait. Quelle que soit l'édition du The Event, soit 1, 2, 3, 4, 5, on s'est toujours dit, si déjà on fait mieux, on fait plus que l'an dernier, c'est impossible. Faire autant, ce serait déjà un miracle. Et on fait toujours mieux. Donc ouais, évidemment, on est toujours surpris que ça fonctionne. Et c'était devenu quelque chose qui était presque terrifiant parce qu'il y a ce côté toujours plus loin, toujours plus fort, intrinsèquement lié à notre milieu aussi. Pas que le The Event, où les gens veulent toujours plus, toujours mieux, toujours à fond. Et on n'a pas envie qu'il y ait cette pression du chiffre, bien sûr. J'attends, pas avec impatience, mais le The Event qui fera moins d'argent que le précédent. Parce que, en fait, on aura désacralisé quelque chose qui n'est pas grave. Aujourd'hui, tu as l'impression que si on fait 9,8 millions, il y a des gens qui vont nous dire « Ah bah tiens, c'est dommage ».
Mais non, c'est pas dommage de faire 9,8 millions sur une collecte. C'est même pas dommage de faire 1 million, 2, 3, 4, 5, même 500 000 euros. Rien n'est dommage en fait. Et comme on n'est que dans ce truc de créer un événement, chercher la surenchère, etc., aujourd'hui, tu as des gens qui voudraient te faire croire qu'un The Event qui fait moins de 10 millions d'euros, ce serait un The Event raté. Et c'est ce qu'a créé cette espèce d'émulation du chiffre chaque année. C'est terrible. Ça, c'est vraiment le côté terrible du truc. Alors justement, est-ce que pour cette édition, tu as un objectif ou est-ce que tu refuses de t'en mettre ou qu'est-ce que tu attends de cette édition? J'ai un objectif pour cette édition, c'est que l'événement ait lieu. C'est mon seul objectif tous les ans. C'est vraiment le seul et unique objectif qui est l'électricité et Internet au moment du lancement des lives. C'est le seul objectif parce qu'en fait, tout le reste, c'est pas dans nos mains en vrai. C'est dans les mains des donateurs, de l'énergie globale, des réseaux, des gens qui en parlent. Et moi, je dis toujours un peu ironiquement, dès qu'il y a 1 euro, c'est gagné, puisqu'en fait, cet argent, il ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu cet événement. Alors évidemment, l'événement ne coûte pas 1 euro, donc si tu fais le calcul, il faut un peu plus, machin, parce qu'en plus maintenant les assos nous aident à financer l'événement. On ne ponctionne pas sur la cagnotte, elle paye avant. Voilà, mais je veux dire, on est sur des événements qui sont vraiment des points ultra positifs pour les associations. Et c'est peut-être naïf de dire dès le premier euro c'est gagné, mais c'est ce que je pense fondamentalement. C'est des gens qui n'auraient jamais donné aux associations si on n'avait pas fait cet événement-là. Donc en fait, c'est ultra positif. Pourquoi avoir fait une pause d'1 an depuis le dernier Z-Event? Pourquoi avoir fait une pause d'1 an? Je pense que tout le monde en avait besoin, à part les assos, évidemment. Je pense que les streamers impliqués dans l'événement en avaient besoin, l'organisation en avait besoin. Quand je dis l'organisation, c'est pas que moi du tout, hein, c'est la 10, quinzaine, vingtaine de personnes impliquées. Les réseaux également, je pense qu'on est entré dans une période où les réseaux sociaux sont très polarisés, ce qui est un peu dommage, moi je le regrette, mais c'est lié au fait qu'il y a de plus en plus de gens sur les réseaux et que les algorithmes sont faits pour polariser, puisque la polarisation entraîne de l'engagement, et forcément c'est ce que recherchent les réseaux sociaux. Et on s'est dit que justement avec tous, en fait c'était un peu les planètes qui s'alignent. On a fait 2 collectes à 10 millions, dont celle pour l'environnement, on estimait que c'était la cause boss finale pour nous. L'environnement c'est quelque chose qui nous concerne tous, etc. On était quasiment une 60aine dans la salle. On a les réseaux qui sont polarisés, on a réussi à faire un giga concert. C'était un peu notre apothéose. Et on s'est un peu dit, voilà, maintenant qu'il y a eu ça, essayons de montrer aux gens que ça peut aussi retomber, être absent une année. C'était aussi pour casser ce côté de toujours plus loin, toujours plus fort. De dire aux gens, bah non, en fait, on peut une année ne pas faire, attendre un peu, y réfléchir. Et on y a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de réunions. On s'est même dit, tiens, si on devait recommencer un The Event aujourd'hui et que le The Event n'existait pas, si je voulais juste faire un stream caritatif, qu'est-ce que je ferais? Si je m'inspire de ce qui existe, si on prend ce qu'on aime dans le The Event, ce qu'on n'aime pas dans le The Event, comment on fait? Et en fait, j'en ai parlé à beaucoup de gens, on a été plus de 50 impliqués dans cette discussion, je pense en tout, streamers, non streamers, proches, pas proches, tous les domaines. Et on s'est dit, bah, on est tous quasiment arrivés au consensus qu'il n'y a pas grand-chose de différent qui marcherait mieux. Et en prenant tout en compte, hein, bien sûr, l'envie des streamers, l'argent pour les assos, le stream sur place, le stream en ligne, etc., le concert. Et c'est pour ça qu'on est retombé sur une formule qui est assez similaire par rapport à ce qu'on a fait avant. La seule différence, c'est l'ouverture aux streamers en ligne, qui est un point différent cette année. On va y venir dans quelques secondes, mais juste je voulais revenir sur ce que tu viens de dire. Il y a 2 ans, quand vous aviez fait le dernier The Event, vous aviez dit que ce serait sans doute le dernier sous cette forme. C'est le même squelette, c'est vrai, mais on a changé énormément de détails, ce qui fait que c'est pour nous assez différent. Après, le but, c'était pas de réinventer la roue pour réinventer la roue. On voulait pas. On a même hésité à rebrand, à renommer le The Event, etc. Mais on voulait pas que ça devienne le The Event avec une moustache. Et en fait, du coup, c'est le The Event. C'est un peu le truc de Twitter contre X, où en fait c'est la même chose, mais ça a changé de nom. On voulait pas rentrer là-dedans. Surtout que le The Event, c'est devenu synonyme d'une extrême positivité pour les gens, et on voulait pas perdre ça. C'est un nom qui est très fort. Évidemment. Il y a ce côté où il y a un Z devant qui aujourd'hui n'a plus trop de sens, même si, bon, il y a un double sens avec le nom The Event, parce que ça s'appelle The Event, donc qui veut dire l'événement en anglais. Et je pense que c'était le cas surtout avant sur Twitch, parce que moi j'avais pris le Z parce que c'était dans mon salon avec mes potes, et on était quasiment tous les streamers de France réunis dans ce salon en étant 16. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, enfin, c'est plus du tout les mêmes échelles.
mais le nom a été gardé. Mais typiquement, on a rebrandé le logo pour que toutes les lettres soient à la même taille, que le Z soit pas plus important. On a rebrandé un petit peu les couleurs, on a moins d'importance sur le mot The Event et on a fait un logo plus global qui va changer. On n'est plus uniquement sur mon live au début et à la fin. On a un plan qui va être un petit peu différent cette année pour les streamers. En gros, l'idée, c'est plus de dire ce The Event, il appartient à tout le monde. Et c'était déjà le cas avant, mais les gens avaient l'impression que ça ne l'était pas par rapport au choix qu'on faisait. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens, non, non, mais c'est le cas. Donc allons dans un sens plus d'ouverture. Et c'est justement pour ça qu'on a aussi ouvert en ligne. Alors justement, est-ce que tu peux un petit peu nous détailler quels sont les principaux changements, tu l'as un petit peu fait, mais les principaux changements cette année, et notamment cette ouverture en streamer en ligne? Bah déjà, il y a un truc qui change tous les ans, c'est les assos. Donc le thème, ça c'est le plus grand changement. Évidemment, ça arrivait déjà les autres années, mais ça reste pour moi le changement principal. On a toujours le concert, certes, mais avec d'autres artistes, à Montpellier, etc. Je pense que vraiment, au-delà des détails que j'ai un petit peu cités, le vrai changement, c'est l'ouverture. En gros, le but du The Event, c'est qu'on aille vers quelque chose où tout le monde peut participer. Un peu à la manière d'un téléthon. J'aime pas cette comparaison parce que c'est pas exactement pareil, mais c'est ce qu'il y a de plus proche, donc c'est plus simple pour nous. Sur Téléthon, on a un prime qui est sur France 2 ou France 3, je sais pas, et on a des initiatives nationales, territoriales tout le week-end, ou parfois on a, je sais pas, un collège qui organise une tombola, on a une salle des fêtes qui organise un vide-grenier, et en fait tout cet argent-là, il va aller au Téléthon, machin. Et ben nous, c'est un peu là, c'est là que j'aimerais me diriger, où chaque streamer, qui soit chez lui ou dans une pièce entourée de potes, il fasse une collecte et que ça rentre dans un grand pot commun et que ça aide les associations. Et en fait, je trouve ça vachement bien parce que tout le monde peut participer. Il n'y a pas ce côté de valider ou pas valider des gens, quelque chose qui est insupportable à faire et qui n'est même pas la bonne solution. Le caritatif, ça devrait appartenir à tout le monde, à mon sens. C'est assez personnel comme vision aussi. Hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment l'ouverture totale, que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice, sans enlever l'événement physique quand même. Mais voilà, en fait, je pense que l'événement physique qu'on organise à Montpellier va plus se diriger vers les gens qui veulent venir à cet événement-là. Mais s'il y a des antennes qui se créent, en fait, avec des streamers qui disent, bah tiens, là, nous, on a loué, je sais pas, une maison, on est 10, on va être là 10 ce week-end, on fait aussi notre petit event. En fait, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'il existe. Je ne sais pas si ça se fera. Alors cette année, on voulait déjà l'ouvrir à tout le monde, mais on n'a pas pu le faire techniquement. Et on a un peu peur qu'il y ait des choses qui plantent et tout. Donc on a discuté avec les gens qui gèrent la technique chez nous, qui nous ont dit, je pense que 100, c'est un bon chiffre. Pour moi, c'était pas assez. J'aurais voulu mettre 500 ou un truc qui dit pas, ben voilà, ces gens-là, ces 100-là font le The Event. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée, c'est de dire, on ouvre à tous, mais là, ils sont 100. Et justement, on ne voulait pas les sélectionner. On a pris des gens qui étaient impliqués dans des communautés. Et c'est pour ça qu'on a trié en heure vue et pas en validation de ceci, cela. Parce que voilà, quand on est au Téléthon, quel que soit ton bord politique, tes avis ou quoi, tout le monde peut organiser dans son lycée une collecte. On ne va pas aller voir tes tweets jusqu'en 2004 pour voir si tu peux organiser la tombola de ton collège. Donc là, c'était un peu l'idée de dire chacun peut faire son The Event dans son cercle. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je trouve que c'est une super idée. J'en ai parlé à énormément de gens, évidemment, avant de prendre cette décision. Je n'ai pas pris cette décision tout seul. Beaucoup de gens ont été ultra convaincus. Il y a aussi des gens qui ont émis des réserves, parce que ça a des limites, bien sûr. Ce n'est pas que positif. Il y a aussi des points négatifs, très probablement. Et c'est aussi une année test pour nous, de voir quelles vont être les limites, qu'est-ce qu'on peut essayer de contrôler, qu'est-ce qu'on peut ne pas contrôler. Si on ne peut pas contrôler un truc, est-ce qu'on estime que ça apporte plus de positif ou de négatif? C'est jouer avec des curseurs, en fait. On va jouer avec des curseurs et voir qu'est-ce qui apporte le plus de positivité. Alors, tu y as un petit peu fait allusion, mais depuis l'annonce ce week-end de la liste des participants en ligne, la présence de certains streamers ou de certaines streameuses a été très critiquée sur les réseaux sociaux, notamment sur des prises de position ou des propos qu'ils ont tenus par le passé, ou certaines accusations aussi contre certains d'entre eux. Comment toi, tu réagis à ces critiques? Bon, ma première idée, sans que je vois les noms ou les affaires ou quoi que ce soit, c'est de dire « Ah bon, bah comme d'hab ». Parce qu'évidemment, bon, je crois qu'il n'y a pas eu un seul The Event sans polémique depuis au moins 4 ou 5 éditions. Et la vérité, c'est pas parce que je pense que c'est pas parce qu'on fait tout le temps mal notre travail, ou en tout cas, c'est pas que lié à ça, j'imagine. Je pense que c'est surtout parce qu'il touche tellement de sphères différentes que c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord. Et à la fois, en fait, c'est une richesse
une grande qualité et un grand défaut de pouvoir toucher énormément de gens. Donc voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a le côté où je trouve ça plutôt bien que les gens mettent en lumière les problèmes qu'il y a. Souvent, les gens ils pensent qu'on met des trucs sous le tapis parce qu'on n'en parle pas et tout, mais au contraire, enfin, si l'événement n'existait pas, bah, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais su et tout. Et moi, il y a plein de choses que j'ai découvertes, etc. Après, il y a beaucoup de gens qui nous ont regretté de ne pas faire de back-checking, etc. Sur certains streamers, streameuses. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas vraiment... Enfin, disons que même si on le fait, la question, c'est où est-ce que tu mets la limite. Parce que du coup, si tu commences à bannir des gens ou valider des gens, tu deviens juge. Et en fait, en devenant juge, le problème, c'est qu'il faut bien que tu te mettes une limite. Déjà, qui est impliqué dans la responsabilité? Est-ce que c'est Zerator tout seul? Est-ce que c'est Zerator et Dash à deux? Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que le The Event est une entité? Ou est-ce qu'en fait, c'est que Zerator et Dash? Donc déjà, il y a ce problème-là. Qui est responsable en réalité? Qui va juger? C'est le premier point. Ensuite, une fois que tu as trouvé qui va juger, si quelqu'un veut être responsable de ça, ou un groupe, où est-ce que tu fixes la limite? Voilà, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont invités aux The Event chaque année, depuis des années, qui ont tenu des propos absolument horribles quand ils étaient plus jeunes, etc. Voilà, qui ont compris, certes, les screenshots existent encore, mais la pensée a été totalement révoquée, donc les époques changent, les mœurs changent, et c'est très bien, en réalité. Moi, je trouve que c'est très positif. Enfin voilà, je minimise pas du tout ce qu'ont pu dire les gens, etc. La question, c'est est-ce que ces gens-là sont convaincus aujourd'hui de ce qu'ils ont dit en 2008, 2013, 2015, je ne sais pas, je ne pense pas. Et voilà, donc c'est très difficile de juger, c'est très difficile de mettre une limite. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment, pour certains en tout cas, que si tu devais regarder absolument tous les tweets qu'ont fait tous les participants du The Event et que tu devais en trouver un à chaque fois pour annuler quelqu'un, bah en fait on serait plus que deux. Et peut-être que des gens me répondraient, eh ben c'est pas grave, faites-le à deux. C'est pas ce que je pense. Déjà, il y a un peu le côté droit à la rédemption, etc. Après, attention, hein, tout ce que je dis là, c'est pas égal pour tout le monde. Et c'est encore une fois la grande difficulté. Donc c'est un sujet très difficile parce qu'en fait c'est très au cas par cas. Et en fait dans le côté ouverture chez tout le monde, je trouve que Twitch manque de responsabilité là-dessus aussi. Il y a vraiment des gens aujourd'hui qui utilisent leur influence pour des choses qui ne devraient pas exister sur Twitch. Et je trouve que Twitch manque de responsabilité là-dessus. Ça devrait être Twitch l'arbitre de ce qui se passe sur Twitch et pas Zerator, Dash ou le The Event. Donc ça c'est un autre point. Et je dédouane pas, je dis juste que ça fait partie du problème. Et par rapport à ces critiques, est-ce qu'il y a des changements qui sont à prévoir d'ici le The Event ou pas spécialement? Bah, en fait, les changements, ils existent déjà. La vérité, c'est que aujourd'hui, en fait, tout le débat est de savoir est-ce que parce que tu n'es pas d'accord avec l'avis de quelqu'un, il faut annuler tout le The Event. Moi, mon opinion, c'est que non. Et en fait, les gens me répondent souvent non, mais on veut pas annuler tout le The Event, on veut juste que tu bannisses cette personne-là. Mais en fait, ce choix n'est pas possible. En fait, c'est pas éthiquement acceptable. Parce que nous, évidemment, on se base, mais je veux dire, on a évidemment une charte implicite éthique qui est de rien d'illégal, pas d'incitation à la haine, etc. Mais sur notre événement. Ce qui se passe en dehors de notre événement, parfois dans la sphère privée, parfois dans, je sais pas, dans des conversations privées qui ont leak, etc. Bah, malheureusement, c'est difficile d'être juge de quelque chose comme ça. Et en plus, si tu bannis quelqu'un, ça veut dire qu'implicitement, tu valides tous les autres. Donc sur 100 streamers, si j'en bannis un, ça veut dire que je valide les 99 autres. Sinon, pourquoi je bannirais pas les autres, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'on est sur une année très particulière où il y a 100 streamers qui sont scrutés, etc. Mais en fait, l'an prochain, ils seront 3000 ou 6000. Donc, en fait, ça n'a pas lieu d'être. C'est un faux débat pour moi qui est lié à cette année, qui est un peu une année test. Et voilà, d'autant que y a un peu ce côté où les streamers qui ont des communautés qui sont un peu plus virulentes, etc., bah, si tu les regardes pas, ils sont invisibles. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai beaucoup de recul sur ça, parfois un peu trop. Et on me le reproche en interne, parfois d'avoir un peu trop de reproches. Mais on est sur un The Event qui est devenu très, 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 très gros médiatiquement. Je crois qu'il y a 15 millions d'impressions sur les deux tweets, l'annonce du The Event et l'annonce des 100 streamers. C'est énorme, 15 millions de gens impliqués. Et sur ces 15 millions de gens impliqués, je ne sais même pas combien il y a de tweets qui parlent de streamers qui vont pas ou quoi. Il n'y en a pas 15 millions, je pense. Donc voilà, c'est toujours pareil. Il faut faire très attention à la bulle qui est Twitter, parce qu'en fait, on ne parle que de Twitter depuis tout à l'heure. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans la vraie vie, dans le concert, sur les autres réseaux,
tu as très peu de gens qui vont parler de tout ça. Et j'ai appris à me méfier de cette bulle. Et en fait, la réalité, c'est que je suis un peu dans un mood tout pour la cagnotte, sans aller jusqu'au pire, bien sûr. Mais alors justement, est-ce qu'il y a quand même eu dans le passé ou cette année des streamers qui ont été écartés ou qui ont manifesté leur envie de le faire et où toi tu t'es dit j'ai pas envie forcément d'associer cette personne à l'événement? C'est déjà arrivé? Je réfléchis, mais disons que jusqu'à l'an dernier, les gens qui étaient aux events étaient invités. Donc c'est des gens à qui on proposait de le faire, avec qui on se disait, voilà, ces gens-là, ils vont aussi représenter l'événement, etc. Quand on a invité des gens qui avaient pu avoir un comportement soit problématique dans le passé, etc., c'est qu'on a estimé que soit ce serait différent aujourd'hui, soit que leur communauté était très impliquée et pas dangereuse, etc. Après, attention, hein, moi, ça fait bien longtemps que le The Event ne représente pas tous les potes que j'ai dans le milieu. Enfin, je veux dire, l'idée du The Event, c'est vraiment l'ouverture, ça a toujours été l'ouverture. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu que des streamers et des youtubeurs, des sportifs, Alain Chabat, j'en sais rien. En fait, le but, c'est d'ouvrir à un maximum de gens. Et en fait, c'est indépendant. Je vois des gens qui disent souvent le The Event, c'est Zerator et ses potes. Mais ça n'a jamais été vrai. En fait, ça n'a jamais été vrai. Au contraire, c'est l'occasion dans cet événement-là d'inviter des gens avec qui j'ai jamais stream de ma vie, que j'ai parfois jamais rencontré, que je rencontre pour la première fois au The Event, en disant ah ben salut machin. Des gens avec qui je stream genre une fois dans l'année ou deux. Enfin, vraiment, je pense que sur la liste genre des 60 du précédent The Event, il devait y avoir, je sais pas, peut-être 10 personnes avec qui je stream dans l'année. Et là, même cette année, dans toute la liste, je pense qu'il y en a, allez, il doit y en avoir peut-être une quinzaine, vingtaine sur les 30 avec lesquels je fais un stream dans l'année, voire zéro. Donc non, le but, c'est toujours d'avoir une ouverture maximale et de pouvoir se dire, est-ce que là, pendant un week-end, on ne pourrait pas tous se parler pour essayer de faire un truc qui est un peu plus gros que nous, un peu plus noble, pour des gens qui vraiment sont dans la merde, vraiment souffrent. Et s'il y a 3 tweets, bon, écoute, si ça a sauvé des SDF, des paysans, des enfants, je peux tanker 3 tweets qui me traitent de nazi ou d'islamo-gauchiste, je sais pas comment dire, en fait c'est moins important. Et une dernière question, est-ce que tu réfléchis déjà au prochain The Event? Est-ce que tu souhaites que ça continue? Est-ce que tu penses déjà à la suite? Ouais, bien sûr. Alors déjà, ce The Event, il est très lié à celui de l'an prochain, puisqu'on a déjà annoncé que cette année était un test pour l'an prochain. Donc évidemment, on pense déjà aux The Event de l'an prochain. Là encore, ce week-end, on a réservé la salle de concert pour l'an prochain. Donc tu vois, on est déjà impliqué dedans. On a commencé à parler à des artistes et tout, parce que c'est des choses qui sont très en avance. Il y a aussi des choses qu'on aimerait faire l'an prochain, qui demandent du temps de préparation, qui ne sont pas forcément faisables cette année. Mais effectivement, ouais, on y pense énormément. Et l'an prochain, j'aimerais vraiment que ce soit le premier The Event où n'importe qui peut participer en tant que streamer, apporter son aide, sa communauté et impliquer plus de choses dans différents points. Mais là, je peux pas tout dire non plus. Parce qu'il y a aussi des idées où je ne suis pas extrêmement sûr, je dois en reparler avec d'autres gens et tout. Mais ouais, je pense qu'on n'a jamais été autant lié aux The Event d'après avec un The Event actuel. Je pense que c'est vraiment la première fois où on est quasiment lié sur les deux. Merci. Voilà.